On est maintenant en guerre en Europe. Alors que cette partie du monde s'était jurée de ne plus connaître la guerre après les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. La guerre en Ukraine ouvre un abîme d'horreur, d'absurdité et d'inhumanité. Une guerre contre une société européenne et pacifique. Commencé le 24 février 2022 par l'invasion russe et se poursuit en 2023. Dans cette nouvelle vidéo, on s'interrogera sur quelles sont les origines du conflit entre l'Ukraine et la Russie, quel était l'élément déclencheur de la guerre, quels étaient les événements les plus marquants, quels sont les enjeux de la guerre sur le monde et que faut-il espérer. Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interrogation. Personne ne mène une guerre de choix qu'il pense perdre, et aucun chef ne commence une guerre dont il pense qu'elle durera. On est d'accord que c'est l'une des règles bien établies et des principes stables en politique et en stratégie. Le président russe Vladimir Poutine pensait qu'il gagnerait cette guerre atteignant ses principaux objectifs. Et le 24 février au matin, il a lancé son invasion militaire. Pourquoi et comment on est arrivé là? C'est en fait avant tout une idéologie russe qui remonte dans le temps. Le désir de Poutine de récupérer l'Ukraine et sa capitale Kiev n'est pas seulement pour des raisons géopolitiques, mais aussi parce que c'est là où l'histoire de la Grande Russie a commencé. L'histoire russe commence au milieu du 8e siècle, avec l'arrivée des Vikings venus de l'est de la Scandinavie en Russie, notamment dans la région de l'Ukraine et de la Biélorussie actuelle. Ils soumettent le peuple slave qui habite dans le coin pour que le prince semi-légendaire Riorik, fondateur à Novgorod de la première dynastie russe, règne en maître sur ce nouveau territoire qui sera peu à peu connu comme la terre des Russes. Riorik fonde la ville de Kiev pour sa position stratégique sur les bords des fleuves de Dniepr et non loin de la mer Noire. À la mort de Riorik, son successeur Oleg transfère la capitale de Novgorod à Kiev. Elle est désormais la nouvelle capitale dès 882. Sous son règne, le royaume, connu sous le nom de Rus de Kiev, va prospérer. Puis à sa mort, vient Igor. Et à la fin du Xe siècle, sous le règne de Vladimir le Grand, la Rus de Kiev se convertit au christianisme, s'agrandit et devient la Sainte Russie. C'est le plus puissant État d'Europe. Au milieu du XVIIe siècle, le territoire ukrainien actuel est déjà sous influence multiple. L'Ukraine occidentale était pro-polonaise et appartenait à la République des deux nations composée de la Lituanie et de la Pologne. Mais l'Ukraine orientale se prononçait ouvertement pour son rattachement à la Russie. Cette division est faite suite au traité d'Androusovo signé entre la Pologne et la Russie afin d'entériner un partage de l'Ukraine. Et au sud, le Khanat de Crimée est peuplé de Tatars. Un peu après la formation de l'Empire de Russie, les parties sud et ouest sont intégrées. Comment? Alors en 1772 eut lieu un premier partage après plusieurs victoires successives de la Russie contre l'Empire ottoman. Et en 1783, les Russes annexent la Crimée. Puis, à la suite d'un accord entre la Prusse et la Russie, un second partage se fit en 1793. Catherine II, impératrice de Russie, supprime l'autonomie des Cosaques et étend l'Empire russe jusqu'à la mer Noire. Ainsi, les trois quarts de l'Ukraine actuelle sont russes et l'Empire des Habsbourg revendique les régions occidentales. Au Congrès de Vienne 1815, la Russie obtient toute l'Ukraine en absorbant la Pologne. Au sein de l'Empire russe, le terme Ukraine a été interdit. C'est désormais la Petite Russie et c'est le grenier à blé de l'Empire, grâce à ses riches terres noires produisant de graines de tournesol, de blé, de colza, d'orge, de céréales, d'huile végétale et de maïs. Un siècle plus tard, 1917, nouvelle étape. L'Ukraine accède à l'indépendance à l'issue de la Révolution de février et de la fin de l'Empire russe. Puis, en novembre 1917, le premier parlement ukrainien, la Rada, s'oppose aux bolcheviks et proclame la République populaire d'Ukraine. Toutefois, à l'est du pays, une république soviétique d'Ukraine pro-russe a été proclamée à Kharkiv. Cette indépendance est pourtant de courte durée. On est 5 ans avant d'être réintégrée à l'Union soviétique. Une des politiques brutales menées par le gouvernement de Joseph Staline en Union soviétique était la collectivisation forcée et la répression, culminant avec la Grande Famine, l'Holodomor ou extermination par la faim, qui avait pour but de briser le nationalisme des années 30.
Cette famine fait plus de 6 millions de victimes, en grande partie dans l'ouest du pays. C'est pourquoi on l'a assimilé à un génocide. Pour Moscou, l'Ukraine est un territoire stratégique qui fournit énormément de produits depuis l'époque impériale, ainsi que des minéraux précieux à l'industrialisation de l'Union soviétique. Et dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine occupe une place centrale dans l'économie de l'URSS. Elle produit un quart de la production agricole soviétique et les mines de fer et de charbon alimentent en acier le complexe militaro-industriel. En 1954, le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev offre la Crimée à l'Ukraine, un symbole pour célébrer les 300 ans de la réunification entre la Russie et Kiev. Ensuite, à la chute de l'URSS en 1991, il y en a eu un référendum et c'est l'indépendance qui l'a remporté à plus de 90%. Alors, l'Ukraine redevient un État indépendant et atteint progressivement sa taille actuelle tout en restant dans l'orbite de la Russie. Mais quand même, la population ukrainienne reste partagée. Les habitants du nord et de l'ouest qui parlent majoritairement la langue ukrainienne sont favorables à l'intégration dans l'Union européenne et souhaitent rejoindre l'alliance militaire de l'OTAN. D'un autre côté, les habitants du sud et de l'est, principalement russophones, sont plus ouverts à une intégration dans l'espace de coopération que Moscou essaye de bâtir avec les anciennes républiques soviétiques. D'ailleurs, en 1997, les deux pays signent un pacte russo-ukrainien. Les deux pays se promettent de respecter le territoire de l'autre. Mais rien n'est simple. C'est l'année 2004 qui change la donne. La révolution orange survenue en Ukraine constitue un événement unique qui permet de comprendre l'évolution géopolitique de cette société post-soviétique. Tout a commencé le 21 novembre 2004. Ce jour-là, les Ukrainiens sont invités à voter pour le second tour de l'élection présidentielle qui oppose deux victors, le libéral Yushchenko, tourné vers l'Occident, et le pro-russe Yanukovych, soutenu par Poutine. Yanukovych est donné gagnant avec 49% des voix. Et là, à l'issue de son élection jugée frauduleuse, les partisans de son rival se soulèvent et le pays entre dans une crise politique avec des protestations de masse pour soutenir Yushchenko. Ce mouvement est appelé Révolution orange, en référence à la couleur du parti de Yushchenko, mais aussi des révolutions de couleur qui ont eu lieu dans les pays voisins. Finalement, les résultats sont annulés par la Cour suprême. Un nouveau scrutin a lieu le 26 décembre et Yushchenko, pro-européen, l'emporte. Sous l'impulsion du nouveau président, l'Ukraine entame un rapprochement avec l'Europe. Cette situation inquiète Moscou, qui vient de vivre une année difficile avec l'intégration de 7 pays de l'ancien bloc soviétique à l'OTAN, en plus l'incorporation de 9 pays de l'ancien bloc soviétique à l'Union européenne. La Russie doit donc absolument maintenir son emprise sur l'Ukraine. Pour faire pression sur Kiev, en 2006 et 2009, la Russie avait fermé ses robinets et Moscou augmentait le prix de gaz qu'elle vend, ce qui est un coup dur pour Kiev. L'Ukraine est ainsi affaiblie par une crise financière et de la corruption. Puis le mandat présidentiel de Viktor Yushchenko s'achève le 25 février 2010 avec la prestation de serment de Viktor Yanukovych au Parlement. Dans ce temps-là, l'Ukraine était vraiment au cœur des tensions entre l'Est et l'Ouest. Yanukovych jongle entre deux propositions. Signer un accord avec qui? L'Europe ou la Russie? Et en 2013, l'Ukraine est obligée de se positionner. Tandis que Kiev s'apprête à signer un accord d'association pour favoriser ses échanges commerciaux avec l'Europe, Moscou s'emploie à faire pencher la balance de son côté et lui propose un autre accord. Il met sur table 15 milliards de dollars de prêts et une baisse d'un tiers des prix du gaz. Un argument bien important pour l'Ukraine. Alors, Yanukovych annonce brusquement l'arrêt des négociations avec Bruxelles et choisit de se rapprocher de la Russie. Cette décision révolte les Ukrainiens europhiles qui voient en fait une tentative de ramener l'Ukraine dans le giron de la Russie, alors qu'une bonne partie des Ukrainiens tentaient de s'en distancer. Et là, on est 10 ans après la révolution orange. Les Ukrainiens décident alors d'occuper à nouveau la place de l'indépendance de Kiev et du coup, très vite, la contestation s'étend à toute l'Ukraine, en particulier aux régions de l'Ouest. En février 2014, un énième blocage politique provoque un regain de tension. Les affrontements entre policiers et manifestants redoublent de violence. C'est la révolution de Maïdan qui force Yanukovych à fuir le pays. En réaction, des dizaines de milliers de manifestants pro-russes protestent contre cette révolution qu'ils voient comme un coup d'État. C'est le moment où la Russie en a profité pour soutenir les territoires pro-russes de l'Est de l'Ukraine.
En parallèle, dès le 27 février, la situation bascule aussi en Crimée. Les institutions politiques et les endroits stratégiques de Crimée sont investis par des soldats russes qui ont retiré leurs insignes et se mêlent aux contre-manifestants qui se multiplient en Crimée. Ce processus se poursuit. Et puis en mars, Moscou organise un référendum illégal du point de vue du droit international pour demander aux Criméens s'ils sont favorables au rattachement de la péninsule à la Russie. Les résultats donnent une majorité de oui, et Moscou annexe la Crimée. Ensuite, le 28 février, un peu plus au nord-est, les manifestants évoluèrent en insurrection armée de la part des pro-russes dans le Donbass, contre le nouveau gouvernement ukrainien. L'insurrection, aidée par des troupes russes sans insigne, devient sécessionniste. Ces deux républiques s'autoproclament ainsi indépendantes. Alors, on a la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk. Cette situation ne plaît pas à l'Ukraine et dès le 2 mai 2014, l'armée ukrainienne était intervenue, mais elle fut stoppée en juillet devant les troupes russes. Poutine, conservant le soutien des BRICS, a envoyé ses troupes d'élite s'entraîner dans le Donbass, déguisées en séparatistes avec des armes sophistiquées, ce qui a eu pour effet de prolonger une guerre qui n'aurait jamais dû commencer. Alors, les Occidentaux décrètent des sanctions contre la Russie, qui fut accusée de soutenir militairement les insurgés. C'est pourquoi, en 2014-2015, les accords de Minsk ont été signés pour apaiser les tensions et mettre fin à la guerre en Ukraine. L'Ukraine a perdu le contrôle de sa frontière avec la Russie ainsi que 3% de son territoire. Depuis lors, les incidents armés à la frontière sont réguliers malgré les accords de... On en déduit que la motivation de Vladimir Poutine est aussi symbolique. En effet, le président russe a multiplié les références aux racines historiques de l'Ukraine. D'abord au prince Vladimir Ier, leader historique pour les deux pays dont il serait un héritier. Puis avec la figure de Ivan le Terrible, fondateur de la Russie moderne et monstre de la cruauté qui se faisait proclamer grand prince et tsar de toutes les Russies et allant jusqu'à l'impératrice Catherine II. Ce sont les personnages qui, on peut dire, l'inspirent et ce qu'il veut, c'est revenir aux frontières qui existaient en Europe de l'Est pendant la guerre froide. En 2019, l'actuel président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, est élu en promettant de mettre fin au conflit dans l'est de son pays. Il est pro-Occident et veut vite faire partie de l'OTAN. Alors, commençons par la définition de l'OTAN. L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique du Nord. C'est une alliance politique et militaire défensive et l'une des principales institutions internationales. Née après la Seconde Guerre mondiale entre les États-Unis, le Canada et l'Europe occidentale afin de maintenir la paix. C'était en quelque sorte le contrepoids de l'Union soviétique. Et depuis sa chute, l'OTAN n'a pas cessé de grossir et de se rapprocher des frontières de la Russie. Elle est passée de 16 pays membres en 1991 à 30 pays aujourd'hui. Pour la Russie, il est vital que 3 pays n'entrent pas dans l'OTAN: la Biélorussie, l'Ukraine et la Finlande. Un chercheur en histoire et en politique internationale a commenté: la Russie craint à tort ou à raison pour sa sécurité et celle de ses frontières. Elle y voit une menace car des bases militaires de l'OTAN pourraient se retrouver à ses frontières. Et là, je rappelle qu'en 1990, l'OTAN a promis à l'URSS de ne pas s'élargir à l'Est. Mais l'OTAN l'a quand même fait. Et la plupart des adhésions d'anciens pays du bloc de l'Est à l'OTAN ont eu lieu entre 1999 et 2017 et ont été très mal perçues par Moscou. Maintenant, pour l'Ukraine. Depuis plusieurs années, ce pays ne cesse de tenter d'obtenir le statut de membre au sein de l'Alliance. En effet, l'Ukraine est le premier pays post-soviétique à conclure un accord cadre avec l'OTAN. Elle a rejoint les structures de partenariat de l'OTAN dès leur création du Conseil de coopération nord-atlantique en 1991 et Partenariat pour la paix en 1994. Puis, son intégration à l'Alliance en tant que membre a été évoquée lors du sommet de Bucarest en 2008. Mais vu que l'Ukraine ne remplissait pas les critères d'adhésion, elle avait premièrement à développer les travaux législatifs et parlementaires, puis créer un service de renseignement adapté aux pays membres de l'Alliance, mettre en place des procédures dans plusieurs champs d'engagement, comme la protection des droits de l'homme, ainsi qu'un travail diplomatique avec les pays membres. Alors, à la suite du changement de régime consécutif à l'Euromaïdan, le Parlement ukrainien a voté en juin 2017 une loi faisant de l'adhésion à l'OTAN un objectif stratégique de la politique étrangère et de sécurité. D'un point de vue opérationnel, des soldats ukrainiens ont participé à plusieurs opérations de l'OTAN, comme les missions de maintien de la paix dans les Balkans, les opérations de lutte contre le terrorisme et contre la piraterie au large des côtés de la Somalie. En 2019, le Parlement ukrainien a voté à la majorité pour réviser la constitution ukrainienne afin de faciliter les procédures d'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne.
En ce qui concerne le peuple ukrainien, le taux d'appui pour l'adhésion du pays à l'OTAN ne cesse de croître. Et depuis juin 2020, le pays a obtenu le titre de partenaire Nouvelles opportunités. Et en septembre 2020, le président ukrainien valide une nouvelle stratégie de sécurité nationale qui prévoit un rapprochement avec l'OTAN en vue d'y adhérer. Malgré cette relation particulière entre l'Alliance et le pays, le président ukrainien Zelensky soutient que l'adhésion à l'organisation demeure une question cruciale pour la sécurité de l'Ukraine. Le 1er février 2021, le président ukrainien Zelensky a affirmé que sa première question au nouveau dirigeant américain Joe Biden porterait sur l'intégration de son pays à l'Alliance atlantique. Alors, pourquoi ne sommes-nous toujours pas au sein de l'OTAN? Parce que, selon lui, si l'Ukraine avait été dans l'OTAN, aucune escalade dans l'est de l'Ukraine n'aurait eu lieu. Dans le même temps, Vladimir Poutine demande à l'Ukraine des garanties comme quoi elle n'adhérera pas à l'OTAN. Il a également demandé des garanties sur le non-élargissement de l'Alliance vers l'Est, ce à quoi Joe Biden n'a fait ni promesse ni concession. Parce que, évidemment, personne n'est en position pour dire que l'Ukraine ne fera jamais partie de l'OTAN. Ce serait nier un droit fondamental de ce pays. Mais en même temps, c'est bien sûr un scénario qui ne va pas du tout avec la Russie. Pourquoi encore une fois? Parce que l'Ukraine est la frontière occidentale de la Russie. Lorsqu'ils ont été attaqués de l'ouest par Napoléon, puis pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, c'était en quelque sorte le territoire de l'Ukraine qui les a sauvés. Alors, si l'Ukraine est aux mains de l'OTAN, la question de l'Ukraine est une question où les émotions de Poutine entrent en jeu. Comme on a dit, il veut repositionner la Russie sur la scène internationale et restructurer les figures des grands, de sorte que ces positions peuvent sembler parfois irrationnelles. Un analyste a commenté: « Je pense que les politiques de Poutine ont beaucoup à voir avec ses personnalités et son histoire d'ancien agent du KGB formé à l'époque soviétique et qui aspire particulièrement à un État fort. » La crise de 2022 commence en 2021. La Russie a placé des soldats en avril 2021 à la frontière ukrainienne pour ensuite les retirer. Elle les remet en octobre et en novembre. La Russie explique au début que ces mouvements militaires à la frontière ukrainienne est un simple exercice qui fait face et surveille les manœuvres de l'OTAN, notamment en mer Noire. Mais le point de bascule, c'est vraiment en décembre 2021, quand les autorités russes ont proposé à l'OTAN et aux États-Unis un traité juridiquement contraignant qui exigeait que l'organisation redessine l'architecture de sécurité européenne en cessant de s'élargir à l'Est. Le Conseil OTAN-Russie s'est réuni à 11 reprises depuis 2016, la première fois après l'intervention militaire russe en Ukraine. La dernière remonte au 12 janvier 2022, quand les alliés et les représentants de la Russie ont discuté du renforcement du dispositif militaire russe en Ukraine, ainsi que de la proposition de la Russie d'un accord de sécurité qui va à l'encontre de la politique d'ouverture de l'OTAN. Les États-Unis ont rejeté dans leur réponse écrite soumise à la Russie une des principales demandes de Moscou en refusant de fermer la porte de l'OTAN à l'Ukraine. Mais quand même, ils assurent avoir proposé une voie diplomatique sérieuse pour éviter une nouvelle guerre. Mais la Russie, face à ce rejet en bloc, continue de faire monter militairement la pression. Ensuite, le secrétaire général de l'OTAN a invité la Russie à une série de réunions afin de débattre des préoccupations mutuelles en matière de sécurité, telles que la maîtrise des armements, le désarmement, la non-prolifération et une plus grande transparence concernant les exercices militaires. Néanmoins, la Russie n'est pas toujours en accord. Elle n'a pas envie du tout de voir l'Ukraine, qui appartenait jusqu'aux années 90 à l'Union soviétique, rejoindre une organisation militaire dans laquelle il y a les États-Unis, la France et plein d'autres pays européens. Vladimir Poutine explique aussi qu'il veut défendre les Ukrainiens qui se sentent davantage russes. Selon lui, ils étaient menacés et ils avaient besoin de son secours dû à leur soumise à des tortures et à un génocide par le régime de Kiev. Pourtant, il a aussi donné toute une série d'autres justifications qui rendent plus flous ses objectifs réels. En réalité, Poutine cache qu'il craint la progression de la démocratie et l'Ukraine est en train de moderniser sa vie politique, voire lutter contre la corruption. Ainsi, il semble que le président russe ne reconnaisse pas vraiment le droit de l'Ukraine à être un pays indépendant de la Russie. Poutine décide alors d'envoyer des troupes en Biélorussie et cela inquiète l'Ukraine. Ses partenaires occidentaux la rassurent et lui envoient des signes de soutien. Alors, les États-Unis promettent 200 millions de dollars d'aide à la sécurité de l'Ukraine.
La Lettonie, l'Estonie et la Lituanie envoient des armes à l'Ukraine. Et du côté français, Emmanuel Macron annonce l'envoi de troupes en Roumanie pour renforcer le flanc oriental de l'OTAN. Les Occidentaux disent craindre une invasion de la Russie en Ukraine. Washington a ainsi ajouté s'attendre à une possible attaque en mi-février. C'est pourquoi Joe Biden a répété à son homologue Zelensky que les États-Unis et leurs alliés répondraient résolument en cas d'invasion russe et a évoqué qu'il réfléchit à une aide économique supplémentaire pour l'Ukraine. Grosso modo, la situation est la suivante. L'Ukraine veut adhérer à l'OTAN, les pays membres la soutiennent et laissent leurs portes ouvertes à son choix. Mais vient la Russie qui voit une menace directe et donc menace l'ordre international. C'est ce qui nous mène au jeudi 24 février. Vers 5 heures du matin, Vladimir Poutine a pris la parole lors d'une intervention surprise à la télévision pour déclarer la guerre à l'Ukraine. Les troupes russes déployées aux frontières depuis des semaines ont envahi l'Ukraine, d'abord en bombardant plusieurs grandes villes du pays, puis en multipliant les offensives terrestres. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a aussitôt dénoncé le début d'une invasion de grande ampleur par la Russie. Alors, pourquoi spécifiquement en ce moment ? C'est parce que la Russie a constaté un certain affaiblissement de l'ordre international. Premièrement, de la part des États-Unis, puisque depuis l'été 2021, on assiste à une fragilisation des États-Unis suite au retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Aussi, ils sont préoccupés par la rivalité avec la Chine. Et n'oublions pas les relations entre États-Unis et OTAN qui sont fragilisées par l'ex-président Donald Trump. Puis, du côté européen, plusieurs pays sont également bien occupés, soit par la remise en question du Premier ministre du Royaume-Uni, le départ du chancelier en Allemagne, les élections présidentielles en France de 2022 et la fatigue des gouvernements à gérer la pandémie. On parle alors d'un contexte qui peut être favorable à la Russie pour lancer son opération. Puis, il y a aussi le fait que l'invasion devait se passer pendant l'hiver, parce que la région devient trop boueuse à partir du mois de mars, ce qui compliquera le départ des troupes russes qui devaient avancer. En Ukraine, de grandes villes subissent un déluge de feu. Voici le récit de ce premier jour du conflit. L'offensive se déroule sur 3 plans différents. Dans un communiqué, les gardes frontières ukrainiens, qui font état de premiers morts, assurent que des forces russes ont pénétré dans la région de Kiev depuis la Biélorussie pour mener une attaque avec des missiles sur des cibles militaires. Ça, c'est pour la première offensive. Une deuxième part de Russie directement et se dirige vers les villes de Soumy, de Kharkiv et vers le Donbass. Et enfin, une troisième offensive afflue du sud, la Crimée, se dirigeant vers les 2 grands ports ukrainiens de la mer Noire, Mariupol et Odessa. En réponse à l'agression de son pays, le président ukrainien s'est adressé à la nation via ses réseaux sociaux. Pas de panique, nous sommes prêts pour tout. Nous allons vaincre. Et dans son allocution vidéo, il décrète peu avant 7 heures l'introduction de la loi martiale. Alors, la loi martiale est une loi confiant aux autorités militaires les pouvoirs nécessaires pour la répression de désordres intérieurs. Zelensky rend également avec effet immédiat toutes les relations diplomatiques avec la Russie. Les premières infrastructures ciblées sont les aéroports, les aérodromes, les infrastructures militaires. Et les premières explosions et sirènes retentissent place Maïdan à 5 heures à Kiev. Les 2,8 millions d'habitants de la capitale de l'Ukraine ont été réveillés par le bruit des sirènes d'alerte et des explosions. Pour tous, l'invasion russe en cours est un choc. C'est pourquoi, rapidement, des familles entières se sont réfugiées dans les stations souterraines du métro. Alors, les métros de Kiev et de Kharkiv se transforment dès l'heure du déjeuner comme abri anti-bombe pour la population locale. D'autres ont préféré se mettre à l'abri à la campagne ou fuir vers l'ouest. Et en quelques heures, les rues de Kiev se sont vidées, les magasins sont fermés et la capitale a imposé un couvre-feu. L'avancée des Russes est écrasante. Au nord de l'Ukraine, le Kremlin annonce de son côté avoir définitivement conquis l'aéroport d'Ostomel et ses zones environnantes. La Russie s'empare également du canal de Crimée du Nord, ce qui permet d'avoir la main sur l'approvisionnement en eau de la péninsule. Et peu avant 19 h, la présidence ukrainienne a annoncé que la Russie a pris le contrôle de la centrale de Tchernobyl, théâtre du pire accident nucléaire de l'histoire, qui se trouve à 130 km au nord de Kiev. Volodymyr Zelensky affirmait que des militaires ukrainiens y sacrifiaient leur vie pour éviter une catastrophe comme en 1986. L'espace aérien ukrainien devient interdit aux civils et aussitôt considéré comme une zone de conflit par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, puisque vers 22 h, c'est la capture par les Russes de l'île aux serpents, après un bombardement naval et aérien. Ces combats font des centaines de morts du côté ukrainien. Le bilan est lourd.
Selon le président ukrainien, c'est une déclaration de guerre contre toute l'Europe. Mais il assure qu'il restera dans la capitale et ordonne la mobilisation générale de tous les citoyens âgés de 18 à 60 ans, en leur interdisant par ailleurs de quitter le pays. Bien sûr, au sein des médias, les dépêches d'agences affluent et rendent compte de la situation. L'ouest du continent ouvre les yeux, sidéré et horrifié à son tour. On commence par l'un des acteurs principaux, l'OTAN. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord réagit dans un communiqué et dit vouloir déployer des forces terrestres et aériennes défensives ainsi que des moyens maritimes supplémentaires dans les pays de l'Est de l'Alliance. Le secrétaire général de l'Alliance a qualifié cette invasion de grave violation du droit international et de la Charte des Nations Unies, tout en avertissant qu'elle mettait en péril d'innombrables vies civiles. Puis il ajoute « Nous sommes aux côtés du peuple ukrainien en ce moment terrible ». L'OTAN et les alliés vont alors fournir à l'Ukraine un soutien d'une ampleur sans précédent. On peut dire que l'effet de cette invasion est la renaissance et le retour de premier plan de l'OTAN, puisqu'elle retrouve sa mission historique et renforce son dispositif militaire sur le flanc Est. Les autres pays ont aussi pris des mesures concernant cette agression. Alors voici cette carte qui nous représente la position des pays face à la guerre. Premièrement, pour les États-Unis. Dans un communiqué, le président américain Joe Biden a dénoncé l'attaque destructrice injustifiée de la Russie. Il s'adresse aux Américains le jeudi et annonce des représailles massives contre l'économie russe. Dans la journée, le secrétaire d'État américain promet également d'envoyer des armes pour aider Kiev à se défendre. Et en début de soirée, ce sont les pays membres de l'Union européenne qui se mettent d'accord pour sanctionner massivement la Russie en ciblant les secteurs de la finance, de l'énergie et des transports. Emmanuel Macron a pris la parole en estimant que les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe. Puis il souligne que cet acte de guerre aura des conséquences profondes, durables sur nos vies, et répète qu'il est toujours du côté de l'Ukraine, de la souveraineté nationale et de la démocratie. Le Premier ministre australien a annoncé une deuxième série de sanctions contre des personnes civiles ou morales russes. L'Allemagne s'est dit prête à aider massivement ses voisins, en particulier la Pologne, en cas d'afflux de réfugiés ukrainiens. L'ancien Premier ministre du Royaume-Uni a qualifié le président russe de dictateur et a promis des sanctions occidentales massives pour faire échouer l'entreprise atroce et barbare de Vladimir Poutine. La Chine, à son tour, laisse entendre une attitude empiquée, s'absentant de condamner Moscou et appelant à éviter une escalade. En effet, la Chine comprend les préoccupations raisonnables de la Russie en matière de sécurité et a ajouté « Nous ne serons pas comme l'Amérique et ne fournirons pas à l'Ukraine une grande quantité d'équipements militaires ». Et enfin, l'Israël croit encore en la négociation, puisque l'État hébreu possède des relations profondes avec à la fois l'Ukraine et la Russie. Et n'oublions pas qu'il existe des centaines de milliers de ses citoyens vivant dans un pays comme dans l'autre. Au lendemain du déclenchement de l'offensive russe, le président Zelensky invite les Européens ayant une expérience du combat à se rendre en Ukraine pour combattre l'armée russe qui se rapprochait de Kiev avec l'intention de décapiter le gouvernement ukrainien et d'y installer à la place un gouvernement pro-russe. Le 26 février, les forces russes pénètrent en profondeur dans le territoire ukrainien, mais se heurtent à la résistance de l'armée ukrainienne qu'ils ont sous-estimée. On dit qu'une grande partie de l'échec russe initial s'est jouée à l'aérodrome d'Ostomel. Les Russes, qui avaient l'objectif de capturer cet aéroport pour rapidement entrer à Kiev, perdent de nombreux blindés, véhicules militaires et hélicoptères. Le 27 février, le chef du Kremlin annonce mettre des forces nucléaires afin de répondre aux réactions des Occidentaux et des puissances de l'OTAN. Là, je rappelle que la Russie possède le plus important arsenal nucléaire au monde. En parallèle, pour la première fois de leur histoire, l'Union européenne approuve le financement d'envoi d'armes à l'Ukraine à travers la Facilité européenne pour la paix. Puis on assiste à une décision de déconnexion de plusieurs banques russes du système bancaire SWIFT, ce qui devrait compliquer très fortement leurs transactions et notamment leur capacité à échanger des capitaux à l'international. 28 février, Kiev signe officiellement une demande d'adhésion rapide à l'Union européenne, qui sera exclue le 11 mars par les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. On passe, le 4 mars, la centrale nucléaire de Zaporizhia, plus grande centrale nucléaire d'Europe, située dans le sud-est de l'Ukraine, a été touchée par des frappes de l'armée russe, ce qui a provoqué un incendie qui, heureusement, a pu être éteint après l'intervention des pompiers ukrainiens. Pour l'Agence internationale de l'énergie atomique, attaquer la centrale, c'est vraiment jouer avec le feu. Mais Moscou nie en être à l'origine.
Le lendemain, un bilan humain est publié par le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme qui indique avoir recensé 351 victimes civiles depuis le début de l'offensive russe, indiquant aussi qu'en seulement 10 jours, plus de 1,3 million de personnes ont dû fuir l'Ukraine. Ce nombre se transformera le 20 mars 2022 en 10 millions. Et suite à une série d'atrocités commises par les Russes, telles que le bombardement d'une base militaire ukrainienne près de la frontière polonaise ou l'assiègement sévère des villes comme Mariupol, la Fédération russe est exclue le mercredi 16 mars de l'Organisation internationale du Conseil de l'Europe et accusée de crimes de guerre. Fin mars, des actes de pourparlers s'ouvrent en Turquie. Des négociations entre les diplomates russes et ukrainiens semblent progresser le 29 mars alors qu'ils sont invités à Istanbul par le président turc. En premier lieu, la Russie a annoncé qu'elle réduisait drastiquement ses opérations militaires autour de Kiev et de la ville septentrionale de Tchernigov. La Russie affirme désormais se concentrer uniquement sur ce qu'elle nomme la libération du Donbass. Et suite au retrait des troupes russes, de nombreux cadavres de civils ont été découverts dans la ville de Boutcha, victimes de bombardements intensifs. Kiev a ainsi accusé l'armée russe de massacres délibérés. Le monde découvre alors avec effroi les images de centaines de civils morts et éparpillés dans les rues de la ville de Boutcha, au nord-ouest de Kiev, ce qui mène à un renforcement des sanctions à l'encontre de Moscou par plusieurs pays. De son côté, Moscou nie la version des faits et demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU afin de statuer sur les provocations haineuses commises selon elle par l'Ukraine dans le territoire de Boutcha. Puis on avance. En mai, après un combat de 3 mois pour la conquête de Mariupol, les Russes ont pu prendre le contrôle de la ville portuaire ukrainienne. L'évacuation, commencée le 16 mai, et la reddition des combats ukrainiens repliés ont permis à Moscou de revendiquer le 20 mai le contrôle de la totalité de cette cité détruite à 90%. La situation empire et au milieu de ces destructions, le président français, le chancelier allemand et le président du Conseil des ministres italien partent en train depuis le sud de la Pologne en direction de Kiev le jeudi 16 juin pour rendre visite à Volodymyr Zelensky. Un déplacement inédit destiné à exprimer le soutien de leur pays, puissance européenne fondatrice de l'Union européenne qui, suite à des négociations, ont donné le statut de candidat à l'Ukraine le 23 juin dans la réunion des pays membres de l'Union européenne à Bruxelles. Mais le processus de l'invasion continue et le 3 juillet, la Russie a affirmé avoir conquis Lysychansk et contrôlé toute la région de Lugansk, une avancée potentiellement clé dans la bataille du Donbass. 21 septembre 2022, dans son discours, Poutine annonce une mobilisation militaire spatiale. Alors, face à la contre-offensive ukrainienne, Vladimir Poutine, dans son discours télévisé, a annoncé une mobilisation partielle des Russes en âge de combattre, ouvrant la voie à une escalade majeure dans le conflit en Ukraine et se dit prêt à utiliser l'arme nucléaire, rappelant que son pays dispose de diverses armes de destruction qui sont même plus modernes que celles des pays de l'OTAN. C'est une menace qui cause la peur et la pression des autres pays. Et après quelques jours, le 29 septembre 2022, conformément à l'annonce des résultats au référendum, Vladimir Poutine signe des décrets reconnaissant l'indépendance des régions de Kherson et de Zaporizhia. Puis le 30 septembre, le président russe prononce l'annexion de ces dernières ainsi que les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Et en réaction à l'annexion de ces 4 régions, l'Ukraine demande une adhésion accélérée à l'OTAN. Début octobre, une explosion a partiellement détruit le pont de Crimée, une infrastructure clé reliant la Russie à la péninsule annexée en 2014. Le conseiller de la présidence ukrainienne a renvoyé plus tard vers une piste russe, avançant que l'explosion était le résultat d'une lutte interne entre le FSB et les militaires russes. Le président ukrainien n'a pas fait de déclaration sur cette explosion. Il s'est contenté de dire « Malheureusement, c'était nuageux en Crimée ». Pendant ce temps, l'armée ukrainienne a gagné du terrain et a repris le contrôle de la région occidentale de Kherson. Le retrait des Russes a marqué une étape très importante dans la résistance ukrainienne le 9 novembre. 2 mois plus tard, arrivant à la nouvelle année, a lieu la trêve de Noël. Depuis le début de la guerre en février, jamais les combats n'ont cessé entre la Russie et l'Ukraine. Pourtant, à l'occasion du Noël fêté par les orthodoxes dans la nuit du 6 au 7 janvier, Vladimir Poutine a annoncé un cessez-le-feu dans ce conflit. C'est le premier ministre de la Défense russe qui a confirmé cette annonce, précisant que cette trêve durerait 36 heures, de vendredi midi à samedi minuit. Poutine a par ailleurs appelé les forces ukrainiennes à respecter ce cessez-le-feu afin de donner la possibilité aux orthodoxes, confession majoritaire en Ukraine comme en Russie, d'assister aux offices la veille de
de Noël ainsi que le jour de la Nativité de Christ. Pour les Ukrainiens, cette pause est dénoncée largement comme une manœuvre hypocrite. Le président américain Joe Biden a effectué une visite surprise à Kiev, promettant de nouveaux armements et un soutien indéfectible à l'Ukraine à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe. Puis il dit, lorsque Poutine a lancé son invasion il y a près d'un an, il pensait que l'Ukraine était faible et que l'Occident était divisé. Il pensait qu'il pourrait nous survivre. Mais il avait tort. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche déclare aussi à propos de la rencontre entre Xi Jinping et Poutine. S'il y a un appel à un cessez-le-feu, ce sera inacceptable. Seuls les cessez-le-feu négociés par les États-Unis sont bons. Et enfin, le 23 mars 2023, réunis en Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement valident un plan visant à faire parvenir 1 million d'obus à l'Ukraine d'ici à 12 mois. 4 milliards d'euros seront nécessaires pour assurer ces livraisons, dont 2 milliards fournis par l'Union européenne via la Facilité européenne pour la paix. Les enjeux de ce conflit dépassent les frontières de l'Europe. Ils sont mondiaux et on peut les diviser en deux. Un, c'est bien sûr les impacts économiques et géoéconomiques. L'armée russe contrôle aujourd'hui près de 20% du territoire ukrainien. Et ces 20% représentent quasiment tous les accès de l'Ukraine à la mer Noire, ce qui bloque une grande partie des exportations de l'Ukraine, spécifiquement les exportations de produits agricoles et des minéraux, comme le fer et l'acier, dont dépendent beaucoup de pays. Cela a causé une hausse remarquable des prix dans ces pays. Même chose pour les exportations de la Russie. Alors que la violence russe s'intensifie, les appels à des sanctions encore plus sévères se multiplient. Subissant ces sanctions économiques sévères des pays occidentaux, les deux côtés sont alimentés de pertes. Au moment où les pays commençaient à se relever de la crise de la Covid-19 qui crée une tension sur les prix, le début du conflit marqua un changement radical. Les prix de l'énergie, des engrais et des céréales ont augmenté de 20 à 30%, ce qui impacte le prix de tous les autres produits. Donc aujourd'hui, tout est devenu cher. L'économie mondiale demeure affaiblie par la guerre du fait des importantes perturbations du commerce et des chocs sur les prix des denrées alimentaires et des carburants qui contribuent tous à une inflation des prix et au resserrement consécutif des conditions de financement mondial. 2. Impact social. Alors, la principale conséquence de la guerre en Ukraine réside dans les pertes de vies humaines et la crise humanitaire associée à la multitude de personnes assiégées et déplacées. Le Conseil économique, social et environnemental souligne deux grandes catégories de conséquences sociales: l'accueil des réfugiés ukrainiens et les risques liés à la baisse du pouvoir d'achat. En ce qui concerne la prise en charge des réfugiés, un premier risque à court terme est celui d'une saturation et d'une désorganisation des dispositifs d'hébergement et d'urgence de droit commun. En particulier, la prise en charge de mineurs non accompagnés risque de placer encore davantage sous tension le réseau de l'aide sociale à l'enfance, alors que les dispositifs d'accueil de certains départements sont déjà saturés. Et en ce qui concerne les risques liés à la baisse du pouvoir d'achat, il est à noter que les tensions inflationnistes apparues dans le cadre d'une reprise globale de l'activité fin 2021 se trouvent renforcées par le choc du prix sur les matières premières, le coût des transports et de l'énergie provoqué par le conflit. Par ailleurs, l'absence d'un règlement rapide et favorable du conflit renforcerait le risque de décrochage des salaires réels, ce qui pourrait alimenter une résurgence des conflits sociaux. Le théoricien italien de la politique, Nicolas Machiavel, avait eu cette formule: on commence une guerre quand on veut, on la termine quand on peut. Alors, comment ce conflit encore vif peut-il un jour prendre fin, alors que la situation semble toujours complexe, puisque le Kremlin espère toujours que les Occidentaux, déstabilisés par la crise énergétique, cesseront de soutenir l'Ukraine et pousseront Kiev à capituler. D'un autre côté, l'Ukraine, elle aussi, espère vaincre l'armée russe. C'est une probabilité très basse malgré la résistance ukrainienne considérée héroïque. Le retour à la paix passe par la chute de Poutine. Sa victoire serait catastrophique. Si elle se trouve avalisée par un accord de paix avec une partition de l'Ukraine, l'agresseur se trouverait alors conforté dans sa politique impérialiste et belliciste. La prochaine étape pourrait être définitivement une guerre mondiale si ses appétits porteraient sur la défense des minorités russes dans les pays baltes. N'oublions pas que Poutine maintenant, pour faire douter les alliés de l'Ukraine, laisse planer la menace d'un recours à l'arme nucléaire. Le scénario envisagé est celui d'une frappe tactique, c'est-à-dire l'emploi d'une arme nucléaire de moindre puissance. Mais si un conflit devient nucléaire, il a très peu de chances de rester limité. Oui, c'est vrai. Le monde est confronté à la décennie la plus dangereuse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.